À l'heure de la lutte entre la lumière et les ténèbres, lorsque les prêtres et les paladins combattent coude à coude contre les serviteurs de l'ombre, prenons un peu de temps pour explorer, par les cartes, le royaume qui codifia les rites et les cultes de la Sainte Lumière. Lordaeron est un nom qu'aucun humain ne peut ignorer. Il y a encore 30 ans, ce puissant royaume imposait sa tutelle sur les nations du continent. Né de la chute de l'empire d'Arathor, la cité sainte n'hérita pas de l'antique capitale, certes, ni même de la dynastie impériale, d'accord. Mais s'il fallait choisir une héritière pour porter le brillant flambeau de l'humanité, ce serait sans aucun doute le royaume de Lordaeron. Je crois avoir suffisamment abordé la guerre des trolls lors de mes précédents récits. Ainsi, je me contenterai d'évoquer le chapitre du sacrifice de Lordain. L'empire des humains, aux côtés des nobles elfes de Keltalas, était engagé dans une lutte mortelle contre les trolls Amani. Les armées alliées étaient alors en pleine retraite, pourchassées par des cohortes infinies de brutes sanguinaires. Il fallait atteindre au plus vite la citadelle d'Alterac. Mais dans ces forêts profondes, les trolls se déplaçaient avec tant d'aisance qu'ils étaient sur le point de refermer leurs crocs sur les armées en recul. Si cela advenait, si la bataille avait lieu ici dans l'obscurité des bois, il n'existait aucune chance de victoire. Le général Lordain fit alors preuve de la plus grande des abnégations. En compagnie de 500 de ses frères d'armes, il chargea les hordes de trolls. Aucun ne pourrait en réchapper. Mais ce répit de quelques heures permit aux troupes alliées de recouvrer l'abri de leur fort et d'imposer une défaite impitoyable aux légions Amani. Le nom de Lordain fut honoré par ceux qui lui devaient la vie. Les nouveaux territoires conquis furent baptisés Lordaeron à sa gloire. Il en fut de même pour le vaste lac Lordamer, qui, bientôt, deviendrait le cœur du puissant empire d'Arathor. Mereldar, noble combattante et sœur de Lordain, pleura longtemps son frère défunt. Mais plutôt que de sombrer dans le chagrin, elle fit de son deuil une vocation. Toute sa vie fut dédiée au secours des blessés et des malades. C'est alors qu'elle reçut la vision d'anges de lumière, des créatures aveuglantes nommées Naharu. Ils lui enseignèrent les voies de la Sainte Lumière, une foi qui embrasa tout l'Empire. Les vieilles traditions chamaniques et druidiques s'écartèrent au profit d'une pieuse adoration de la lumière. Mereldar, forte de ses enseignements sacrés, codifia la religion nouvelle. Les siècles s'écoulèrent, l'Empire fut florissant, et les cités prirent de plus en plus d'ampleur. Lordaeron était de celle-ci. Siège du culte de la Sainte Lumière, la ville était le foyer d'une dévotion sacrée. Les pèlerins venaient de loin pour s'incliner devant les reliques sacrées. Les lépreux et les pestiférés, chassés partout ailleurs, passaient par centaines les portes de la ville, priant un miracle dans les hospices et les hôpitaux de la cité. La ville, nourrie par les récoltes opulentes de Tirisfal et des Sylves de l'Est, ne fit que grandir et éclipsa bientôt en taille chacune de ses rivales. La ville concentrait, en plus de ses lieux sacrés, des quartiers artisans bruissants d'activité, et les places marchandes fourmillaient de commerçants et de colporteurs. En 1200 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, la cité fonctionnait déjà comme une ville libre et autonome. Plus encore, elle contrôlait de facto les vastes et riches provinces du Nord. Les nobles de Strom, attirés par les perspectives de fortune et de gloire, avaient acheté des terres autour de la ville et se concentraient dans les quartiers princiers de Lordaeron. Ainsi, elle était devenue une capitale informelle d'Arathor. Lorsque ce dernier s'effondra, la ville prit officiellement la tête du plus puissant des royaumes des hommes. Le royaume de Lordaeron, désormais libéré de toute tutelle, prit grand soin de codifier les rites dédiés à la Sainte Lumière. Dans ce même élan de piété, ils puisèrent dans les formidables ressources du pays pour élever temples, églises, cathédrales et monastères. Ils n'édifièrent pas les plus importants entre les murs de la capitale ou à ses alentours, mais loin, dans cette région des Sylves de l'Est où Lordain avait poussé son dernier souffle. De hauts clochers surplombèrent bientôt les ruelles de Stratholm, seconde cité du royaume, d'Andoral et de la main de Tyr. Au calme du fond des bois, certains pèlerins posèrent les premières pierres de la chapelle de la Sainte Lumière, endroit qui rayonnerait bientôt au milieu des ténèbres. Bien sûr, aucun royaume ne pouvait vivre que par la foi. Lordaeron dominait un pays rural, dont les récoltes assuraient la prospérité. Mais à mesure qu'elle s'était étendue, ateliers et manufactures ternissaient de suie les cieux sacrés de la capitale. Décision fut prise de déplacer les quartiers industrieux dans les cités secondaires du royaume. Lordaeron serait une cité de palais, de jardins et de temples. Les villes de Stratholm et d'Andoral connurent ainsi une forte croissance, nourrie par l'afflux de marchands et d'artisans exilés de la capitale. Lordaeron était un royaume riche, vaste et peuplé. C'est donc tout naturellement qu'il s'imposa comme arbitre des querelles entre ses plus modestes voisins. Bien sûr, ce rôle de juge était tout à son avantage et lui permettait d'entretenir les mécanismes de sa domination. L'autorité de la famille royale, les Ménéthil, s'étendait aussi loin que la main de Tyr à l'est ou au Strivage, loin au sud. Les siècles passèrent encore. Des siècles de conflits réguliers entre les humains et d'échanges avec les nobles elfes de Keltalas et les industrieux nains de Khazmodan.
D'ailleurs, le grand-père du bien connu roi Térénas traita avec Lune d'Argent pour délimiter plus clairement la frontière entre le royaume enchanté et ses vassaux septentrionaux. Sa toute-puissance ne lui faisait pas oublier sa vocation première. Une foi profonde et sincère habitait les habitants de Lordaeron. C'est ainsi qu'une congrégation de clercs choisit de s'embarquer pour un royaume lointain et isolé que l'on suspectait régulièrement d'hérésie. Ces moines et ces prêtres partirent sur les terres d'Azeroth, où ils fondèrent la célèbre abbaye de Comté du Nord. Même aussi loin que le royaume isolé de Hurlevent, l'influence de Lordaeron parvenait à se frayer un chemin. Toutefois, Lordaeron n'entendait pas s'engager trop avant dans les conflits de ce royaume lointain. Lorsque le roi Barath-Endvryn appela à l'aide dans sa guerre contre les Gnolls, le royaume du Nord fit sourde oreille. Il n'existait presque aucun échange, qu'il fût commercial, diplomatique ou religieux, entre Azeroth et ses frères du Nord. Peu d'entre eux étaient prêts à verser le sang de leur fils pour ce pays aussi lointain que mystérieux. Il en fut de même lorsque le roi Lane, fils de Baratheon, sonna l'alarme, son pays ravagé par les légions des orques. Influencé par les murmures insidieux du prince d'Aval Prestor, le roi Térénas Ménéthil sous-estima la menace démoniaque et refusa poliment tout renfort, imité aussitôt par les autres nations du Nord. Hélas, cette fois, leur choix signa la destruction de Hurlevent. Des flots de réfugiés prirent la mer pour trouver refuge loin de la horde des orques. Ils accostèrent à Ostrivage, au sud de Lordaeron. La venue de tant d'étrangers sur leurs terres ne fut d'ailleurs pas sans provoquer l'ire des populations de la province. Mais, coupable, Térénas ne pouvait leur refuser l'asile. Il invita le jeune roi Varian-Vryn, encore enfant, et son protecteur, Anduin Lothar, dans son propre palais. Là, il organisa une conférence cruciale qui devrait sceller l'union des royaumes humains face à la menace mortelle des orques. La chose ne fut pas aisée, car les rivalités entre royaumes faisaient rage. Les tensions montèrent si bien que Gilneas et Alterac faillirent tirer l'épée dans l'enceinte même du palais. Seule l'intervention du prêtre Turalion, talentueux orateur au service de la lumière, parvint à faire taire les antagonismes. Accompagnés du jeune roi en exil, les rois furent pris de pitié et donnèrent naissance au Conseil des 7 nations. Tant que pesait la menace des orques, aucune rivalité ne pouvait éclore entre les royaumes humains. Unis, tous prêtèrent serment de lutter ensemble au sein de l'Alliance de Lordaeron, dont le seul nom trahissait une fois encore l'influence certaine du royaume septentrional. L'Alliance était née, mais pour autant, toute querelle n'était pas encore close. Bien sûr, chacun plaidait férocement pour commander les armées unifiées. Mais dans son rôle d'arbitre, Térénas finit par accorder sa bénédiction au champion de Hurlevent, Anduin Lothar. D'une part, il représentait un parti neutre, hors de tout conflit. D'autre part, son nom résonnait encore sur les terres elfiques. Il était le dernier descendant connu de la lignée de Thoradin, et sa voix saurait convaincre Kel'Thâlas de s'engager dans le conflit. Enfin, il ne fallait pas négliger son expérience. De tous, il était le seul à avoir déjà croisé le fer avec les monstrueux orques. Le temps des combats approchait. La rumeur affirmait que les orques s'étaient emparés de Khazmodan et contrôlaient désormais les Palins. Seul un mince détroit les séparait encore des royaumes du Nord. Afin de soutenir l'effort de guerre, le puissant clergé de Lordaeron se rassembla à Stratholm pour fonder un nouvel ordre militaire. Les prêtres d'Azeroth s'étaient montrés utiles sur le champ de bataille, apportant ferveur, réconfort et soin au plus fort de la bataille. Mais ces vieillards émaciés, vêtus de robes de lin, avaient fort mal résisté aux coups de hache des orques. Pour apporter la lumière sacrée au plus près du combat, l'archevêque Alonsus Faol adouba les premiers paladins de la main d'argent. Un parfait mélange de prêtres et de chevaliers dévoués au Saint-Sacrément. Le prêtre Turalion, qui avait tant œuvré à l'union des nations humaines. Le guerrier Tyrion Fordring, le chevalier lordaironais Saïdan d'Asrohan. Le preux Uther et Gavinrad, rescapés du royaume d'Azeroth, furent adoubés par le grand archevêque en personne. Depuis la sainte cité de Stratholm, cet ordre nouveau porta l'espoir dans le cœur des guerriers de l'Alliance et la peur dans celui des orques. Et justement, alors que la Horde débarquait en Haute-Brande, d'importantes révoltes populaires enflammèrent les provinces orientales, à l'opposé du royaume. La main de Tyr se souleva, offrant aux envahisseurs une conquête facile des précieuses mines de la Nouvelle-Avalon. L'armée, trop loin, ne pouvait intervenir. La main d'argent, menée par le seigneur Uther, porta le courroux de l'Alliance sur les rebelles. L'Ordre Saint ne fit preuve d'aucune pitié pour remettre de l'ordre dans la province. Il ne fallut pas longtemps pour que les paladins apprennent la véritable origine des séditions. Le royaume allié d'Alterac avait fait fi de ses serments et prêté allégeance à la Horde. Depuis ses hautes cimes, le roi Pérénold intriguait pour la chute de l'Alliance. C'était une terrible nouvelle. Par les routes ouvertes d'Alterac, les orques contournèrent les défenses humaines pour mieux inonder les forêts de Tirisfal. Prise de court, sans plus de défense que ses habitants, Lordaeron fut assiégé. Le roi Térénas, qui n'était guère un combattant, monta sur le rempart et toisa l'ennemi. Le futur de l'humanité repose sur nos épaules. Orgrim, chef de cette horde sanguinaire, ne put qu'admirer la ténacité des défenseurs. Enfermés derrière leurs murs, ils tinrent bon jusqu'à ce qu'enfin les armées de l'Alliance leur viennent à l'aide. Par la volonté de la Sainte Lumière, la Horde fut défaite aux portes de la capitale de l'humanité.
Lord Aeron, triomphante, se croyait invincible. Le temps de la reconstruction s'en venait. Lord Aeron, pourvu de grandes richesses, organisa la reconstruction des royaumes pillés par les orques. Le roi Térénas soutint personnellement le prince Varian Vryn et la refondation du royaume d'Azeroth. Cependant, beaucoup d'exilés refusaient d'abandonner leur nouvelle vie en Lord Aeron pour une existence incertaine dans les décombres de Hurlevent. Toutes ces reconstructions coûtaient fort cher, et la charge fiscale était répartie sur tous les royaumes. Si Lord Aeron pouvait s'en acquitter sans grande peine, ce n'était pas le cas des autres, et il restait deux questions épineuses. La première était le sort réservé aux orques. Stromgarde et Gilneas exigeaient de tous les passer par l'épée. Mais un tel sort était indigne d'hommes de foi, et la Sainte Lumière consacrait la mansuétude. Lord Aeron imposa l'édification de camps où les orques survivants seraient enfermés, un prix qui insupportait les souverains des deux nations. La seconde question demandait de traiter le cas du royaume traître d'Alterac. Thoras Trollmore, souverain de Stromgarde, entendait partager les terres du vaincu avec la couronne de Lord Aeron. Térénas, lui, était subjugué par un prince du nom de Davald Prestor, lequel se revendiquait légitime à régner en Alterac. Le roi escomptait lui donner pour épouse sa fille Kalia, et ainsi former une union solide entre les deux nations. Enfin, Gilneas soutenait son propre candidat pour le trône, soucieux de mettre un terme à la rivalité séculaire qui opposait les deux royaumes. Par son influence écrasante, Lord Aeron imposa sa décision, provoquant l'ire des deux autres royaumes. Davald disparut avant que ses projets fussent mis à exécution. Mais il était déjà trop tard. Gilneas et Kultiras quittèrent l'Alliance. Lord Aeron annexa une partie du royaume Félon et imposa la loi martiale sur l'ensemble des montagnes. Cette prise de contrôle offrait aux Ménéthil un contrôle sur les fleuves et les routes, voie de communication cruciale entre les provinces du vaste royaume. Le temps passa, les plaies du passé se refermaient lentement. L'ordre sacré de la main d'argent, toujours mené par Uther, désormais surnommé Porteur de Lumière, avait fort à faire. Depuis l'intérieur des frontières, des bandes d'orques et de trolls ensanglantaient les campagnes. Rien qui ne puisse menacer l'intégrité du royaume, mais de quoi raviver de douloureux souvenirs. Depuis la guerre, la main d'argent avait gagné en influence et en notoriété dans le royaume. Le prince Arthas Ménéthil, fils de Térénas, fut intronisé au sein de l'ordre et sous la tutelle d'Uther, fut adoubé. Non pas à Stratholme, comme il était d'usage autrefois, mais au sein de la toute nouvelle cathédrale de Hurlevent, symbole des relations ténues entretenues entre les deux royaumes depuis la fin de la guerre. Le prince, auréolé de gloire dès son plus jeune âge, croyait avec ferveur en la destinée sacrée de sa dynastie et de son royaume. Arthas était un jeune prince plein de qualités, et alors que son père souffrait des affres de son grand âge, le prince était au centre de toutes les attentions du royaume. Ainsi, sa courte relation avec la princesse Jaina Port-Vaillant, du royaume maritime de Kultiras, fut sujette à 1000 rumeurs, si bien que les deux amants renoncèrent à leur aventure. La crise d'Alterac était passée depuis longtemps désormais. Le royaume semblait en paix, mais ce n'était qu'une façade. La main d'argent était sur de nombreux fronts. Menés par un chef mystérieux, les orques s'évadaient des camps par centaines, puis par milliers, faisant craindre la résurgence d'une horde. Gilneas et Stromgarde fulminaient. Lorsqu'un culte hérétique commença à se répandre dans le royaume, Térénas n'y accorda guère d'attention. Toutes les couches de la société commençaient à se convertir à un certain culte des damnés. Des ambassadeurs, vêtus de capes noires, promettaient l'immortalité. Aux masses laborieuses, ils promettaient l'égalité. Aux nobles familles, ils faisaient miroiter un pouvoir inimaginable. Encore sous le choc des horreurs passées, la population était prête à accepter toutes ces paroles. Cet ordre ténébreux dissimulait de sinistres projets. En l'an 20, le mal toucha la région de Bril. Une peste mortelle foudroya la bourgade avant de s'étendre aux villages alentours. La maladie fauchait les habitants par milliers, et les adeptes de la Sainte Lumière restaient impuissants. Pire, bientôt, les cimetières et les fosses engorgées devinrent le théâtre d'un funeste spectacle. Par milliers, les défunts se relevaient. Malgré les avertissements des ambassadeurs de Dalaran, cité de magiciens et de savants, Térénas refusa de placer les régions infectées sous quarantaine. Le royaume avait déjà tant souffert. Toutefois, il dépêcha l'ordre de la main d'argent à Bril, avec pour mission d'enquêter sur les rumeurs effroyables qui y circulaient. Uther, accompagné de son noble apprenti, le prince Arthas, gagnèrent la petite cité. Les rumeurs s'avéraient vraies. Des légions de cadavres se rassemblaient dans les campagnes. Au milieu des charniers infects, ils rencontrèrent le nécromancien Kel'Thuzad, responsable de cette peste maudite. Par quelques sortilèges obscurs, il avait infecté le grain, une arme redoutable qui, désormais, répandait la peste dans tout le royaume. Ancien archimage au sein du conseil de Dalaran, il avait prêté serment aux forces démoniaques et, à ce titre, devait périr. Le sorcier corrompu parvint à s'échapper, mais ne pouvait s'extraire du vindicte des paladins. Uther et Arthas le poursuivirent jusqu'à la ville d'Andoral, cœur agricole du royaume. Ils y rendirent justice, mais la mort du nécromancien ne changea rien au désastre. Ce fléau mort-vivant était commandé par un démon nommé Mal'Ganis, qui se dissimulait dans la cité de Stratholme. Déjà, les armées de cadavres éclipsaient les ravages de la peste. En chemin, le prince et son maître furent confrontés à la déliquescence du royaume.
les hordes de morts infestaient les bois et les champs du nord de Lordaeron. Assailli de toutes parts, le prince dut se réfugier derrière les murs de la cité d'Atreval, le temps qu'Uther ne revienne avec plus de renforts. La lutte fut serrée, mais Arthas sauva la cité des légions de la mort. L'avenir saurait donner à cet épisode un goût d'ironie. Ils parvinrent enfin à Stratholme, mais il était trop tard. Le grain infecté était arrivé avant eux. Bientôt, la deuxième ville la plus peuplée du royaume allait se changer en un bastion de la mort. Il fallait empêcher cela à tout prix. Traumatisé par les horreurs du fléau, Arthas, en tant que prince héritier, ordonna la purge de la cité. Aucun habitant ne devait nourrir les forces mort-vivantes, fût-ce au prix de leur trépas. Cet ordre était contraire à tous les enseignements de la Sainte Lumière. Uther et ses paladins ne pouvaient obéir. Ulcéré, conscient de l'urgence qu'imposait la situation, Arthas dissout l'ordre de la main d'argent. Et si aucun paladin ne consentait à le suivre, il mènerait sa funeste quête par ses propres moyens. Accompagné de quelques soldats fidèles à sa parole, abandonné par celui qui était comme un père, il entra dans la cité. Les habitants l'accueillirent en liesse, mais la joie fut de courte durée. Leur prince tira les armes et le massacre débuta. Pas un homme, pas une femme, pas un enfant n'échappèrent à son épée. Au cœur d'une ville en flammes, il se confronta à Mal'Ganis. Mais avant même que le combat n'eût débuté, l'abject démon s'échappa en direction du continent gelé de Norfandre. Déterminé à sauver son royaume, Arthas embarqua vers le nord, en compagnie de la première légion. Il parvient à triompher du démon, mais au prix de son âme. Brisé par cette guerre contre la mort, anéanti par la vision de putréfaction de son royaume, le prince sombra tragiquement. Manipulé par les voies du Seigneur de la Mort, il mit sa ferveur au service de cela même qu'il était venu combattre. Le royaume, lui, se croyait sauvé. Partout, les morts-vivants reculaient, mais ce n'était qu'une cynique mise en scène. Revenu en son royaume, acclamé en héros, Arthas apporta avec lui les légions de la mort. Il assassina son père et déchaîna le fléau sur son royaume. Certains bourgs, à l'instar des cités de Vandermar, avaient jusque-là réussi à tenir en échec tant la peste que les légions de la mort. Le prince maudit s'assura de tous les soumettre. Les vestiges de la main d'argent tentèrent une ultime résistance à Andoral, mais furent défaits par leur prince déchu. Les survivants s'enfuirent à Atreval, dernier havre de vie au nord du royaume. Éparpillés, les résistants se divisèrent. Certains poursuivirent la lutte au nom de l'Aube d'Argent, prêts à se rallier aux anciens ennemis de la Horde si cela pouvait mettre un terme à la corruption de l'ancienne Lordaeron. D'autres, sous la bannière de la Croisade écarlate, menèrent la lutte avec un zèle aveugle. Sur le modèle de l'épuration de Stratholme, ils allaient de village en village, massacrant la population pour la moindre suspicion de contamination ou de sympathie avec l'ennemi. L'Alliance, brisée, ne pouvait plus sauver Lordaeron. Des flots de réfugiés quittaient les régions du Nord. Certains voulurent trouver refuge à Gilnéas, mais furent accueillis par une porte solidement fermée. Ils périrent devant les murs du royaume. D'autres, menés par Jaina, prirent la mer vers le continent de Kalimdor. Là-bas, en de lointains rivages, ils fondèrent la cité de Terramor. Ceux qui n'avaient pas cette chance se barricadèrent à Haute-Brande, miraculeusement épargnés par le fléau. Ce fragment isolé de Lordaeron survivrait pendant encore quelques années. Au nord, le fléau subissait ses propres revers, et sa mainmise sur les morts-vivants faiblissait, si bien qu'une guerre intestine éclata entre les forces du roi Lich, de la Légion Ardente et de Sylvanas, la reine Banshee. Profitant de l'occasion, une poignée de résistants s'organisèrent autour du maréchal Garithos. Aidé par Sylvanas, ils parvinrent à libérer la cité de Lordaeron. Mais la reine Banshee trahit ses engagements et assassina le maréchal. Tout espoir de reconquête périt avec lui. Au sud, les réfugiés rebâtissaient peu à peu un ersatz de royaume. 2 ans après la chute de Lordaeron, la cité agricole de Moulin de Taren fut assaillie par le traître haut elfe d'Arkan Dratyr et ses troupes mort-vivantes. Depuis les villes de Haute-Brande et d'Ostrivage, les survivants de Lordaeron payaient des taxes à l'Alliance pour que les royaumes du Sud assurent leur protection face à la menace pressante des réprouvés. Mais cette résistance, quoique noble, était vaine et condamnée. La mort avançait, chaque année un peu plus, et les vivants ne cessaient de s'amoindrir. Les réprouvés, bien que libérés de l'influence démoniaque, n'étaient pas en défaut d'infamie et choisirent d'exploiter la présence des réfugiés humains pour mettre leur peste à l'épreuve. Les derniers bastions de Lordaeron succombèrent ainsi aux abominations de la reine Banshee. La maladie acheva Haute-Brande et Ostrivage. Les quelques chanceux, épargnés par le mal, furent enfermés dans des camps dont seuls s'échapperaient leurs cris d'horreur. Ainsi se clôt l'histoire du royaume de Lordaeron. Plus puissante nation humaine, guide de sainteté que la lumière sacrée aveugla, ivre de ses victoires, certaine de sa toute-puissance, elle ne vit pas le chancre la ronger avant qu'il ne soit trop tard. Quelques vestiges se disputent dans les villes épargnées par le fléau, mais celles-ci sont de moins en moins nombreuses. La croisade écarlate tint fermement les cités d'Atreval et de la main de Tyr, mais perdit la première au profit de leur rivaux de la main d'argent et la seconde aux griffes du roi Lich. Ne leur reste plus que l'ancien foyer de la Sainte Lumière, le monastère écarlate, où, d'assaut en assaut, ils sont de moins en moins nombreux. Étudions maintenant la carte du royaume. Vous contemplez la puissante nation humaine lors de son apogée, alors que la partie orientale d'Alterac vient tout juste d'intégrer le royaume.
Comme vous pouvez le constater, Lord Aeron occupe l'essentiel des provinces du Nord. Il s'agit de rien de moins qu'une superpuissance humaine sans aucun rival, sur Terre tout du moins. Lord Aeron domine les nations humaines, et si ce n'est la lointaine Hurlevent, elle borde chacune d'entre elles. Gilneas au sud-ouest, Alterac et Dalaran, enclavés dans ses frontières, Stromgarde au sud-est, et enfin, Kultiras, par la petite île côtière de la Purification. Au nord, les comtés de la Sylve de l'Est côtoient le noble royaume de Keltalas. Lord Aeron est donc un passage obligé pour les voyageurs qui désirent visiter les nations du continent. Les villes sont enrichies par les taxes marchandes. Puissance centrale inévitable, Lord Aeron imposa de nombreuses reprises son arbitrage et ses volontés lors des fréquentes querelles entre royaumes. Le royaume peut être découpé en 3 provinces majeures. À l'ouest, bordé au sud par le lac Lordamer, la forêt de Tirisfal abrite le berceau de l'humanité. C'est à cet endroit que fleurirent les premières tribus humaines. Au levant, la vaste Sylve de l'Est est une immense vallée boisée percée par la rivière Trondoril et baignée au sud par le lac d'Aromir. Enfin, au midi du royaume, la vallée du fleuve d'Aromer abreuve la province de Haute-Brande. Cette dernière région apparaît comme isolée des autres, et plus encore lorsque le royaume d'Alterac verrouillait encore le passage du fleuve. La capitale, excentrée dans les forêts occidentales de Tirisfal, est une cité tentaculaire, un centre de commerce, de politique et de culte au cœur de la civilisation humaine. Ses temples et ses palais rivalisent de grâce pour émerveiller les ambassadeurs étrangers. Tirisfal regorge de petits bourgs agricoles, dont les récoltes nourrissent les nombreux habitants de la capitale. La région prospère avant tout grâce à ses sols fertiles. Sinon cela, elle renferme fort peu de ressources naturelles, si l'on accepte un important gisement au pied des montagnes occidentales. Au nord-est, entre les montagnes, s'élèvent les flèches d'un monastère grandiose. Centre de la foi, il abrite les plus hautes instances de la Sainte Lumière. Elles abritent les registres de millénaires d'histoire humaine. À l'est, la vaste province des Sylves de l'Est est dominée par 2 cités majeures. La première, Stratholm, est une ville grouillante et animée, un prospère centre commercial et un pieux centre de la foi. Deuxième cité du royaume par le nombre de ses habitants, elle abrita le quartier général de l'Ordre de la Main d'Argent. Tout près des portes de Keltalas, la ville est nourrie par un intense commerce, voyant sur ses marchés les merveilles de l'artisanat elfique. À l'opposé, au sud-ouest des Sylves, le vaste bourg d'Andorral est le centre agricole majeur du royaume. Au croisement des routes terrestres et fluviales, la ville assure la distribution des récoltes dans tout le pays. Bien moins peuplée, mais au moins tout autant influente, la chapelle de la Sainte Lumière constitue l'un des sanctuaires les plus révérés de toute l'humanité. Les pèlerins défilent sur les routes de l'Est pour honorer les saintes reliques qui y sont conservées. Les Sylves de l'Est sont tout autant fertiles, si ce n'est plus que Tirisfal. Les épaisses forêts de la région abreuvent le royaume en bois d'œuvre robuste, tandis que les mines de la Nouvelle-Avalon ont fait la prospérité de la main de Tyr. C'est donc une région riche, tant par ses ressources naturelles que par sa position centrale dans le pays. Au sud, presque détachée du reste du royaume, la province de Haute-Brande est nichée entre la mer et les contreforts d'Alterac. Plus modeste que ses consorts du nord, elle profite tout de même de quelques vallons cultivés, de gisements et d'eau poissonneuse. C'est justement l'océan qui fait tout son intérêt. Lord Aeron ne manque pas de côtes, mais ces autres provinces sont toutes tournées vers des mers peu fréquentées. Osrivage, au contraire, est un port central dans la baie de Baradin. Entre les royaumes de Stromgarde et de Gilneas, de nombreux navires font étape sur ses quais et enrichissent marchands et notables. Lord Aeron est une puissance continentale. Sa flotte, de bien modeste ampleur, n'égale point celle de Gilneas ou de Kultiras. Mais par sa dimension et sa démographie écrasante, le royaume peut compter sur une armée nombreuse et redoutable. Non par la férocité de ses soldats, les guerriers de Gilneas, d'Alterac et de Stromgarde sont bien plus expérimentés, mais par la masse de ses armées. Lord Aeron imposa sa gouvernance sur les nations du Nord. À partir de ce portrait, il serait facile de penser ce royaume comme un colosse inébranlable. Ce serait oublier le fardeau que constitue pareil territoire. Lord Aeron est immense. Pour entretenir la cohésion du royaume, un important réseau routier s'élance d'une côte à l'autre. La route prend racine au cœur des Sylves de l'Est, puis se frette un chemin jusqu'à l'extrémité de Tirisfal, où elle plonge dans le royaume de Gilneas pour reparaître à la frontière occidentale de Haute-Brande. Par cette voie, Lord Aeron est dépendante de la bonne stabilité de son voisin occidental. Des chemins, de plus modeste ampleur, relient bien entendu les bourgs environnants à cette artère cruciale. Et, depuis la conquête d'Alterac, le pays peut au moins compter sur une mince voie qui s'engage entre les monts pour relier Moulin de Tarenne à Andorral. Mais cette route demeure un passage compliqué et éprouvant, prompte aux embuscades et sujet aux éboulements. En contrebas, le fleuve d'Aromer permet désormais de relier Osrivage à la Sylve de l'Est par voie navale. Voici autant de raisons qui justifièrent l'annexion de cette vallée à la fin de la Seconde Guerre. Un royaume aussi vaste et aussi peuplé exigeait une lignée de rois d'exception. Lorsque Térénas se fit vieux, il négligea la corruption qui rongea ses provinces. Le clergé de la Sainte Lumière et son ordre militaire de la Main d'Argent fut frappé d'orgueil et ne vit pas la gangrène qui rongeait certains de ses paladins. Aveuglés par la foi, ceux-là laissèrent leur vindicte les emporter dans les ténèbres. Le royaume, hier aussi inébranlable que la montagne,
n'est aujourd'hui plus que ruine hantée par la mort. Tristement, c'est ainsi que s'éteint le phare de la civilisation humaine.